Les 14 besoins de Virginia Anderson, c'est bien beau, mais concrètement, à quoi ça sert? Si tu as entendu parler de ce modèle sans vraiment comprendre comment l'utiliser, rassure-toi, tu n'es pas seul. On t'en parle en cours, on te demande de t'en servir pour ton recueil de données, mais sur le terrain, ça reste flou. Dans cette vidéo, on va voir ensemble qui était Virginia Anderson, pourquoi son modèle est indispensable en soins infirmiers, et surtout comment l'appliquer concrètement en stage et dans ta pratique. Je vais t'expliquer comment utiliser ces 14 besoins pour mieux comprendre tes patients, structurer ton raisonnement clinique et améliorer tes prises en soins. Tout ce que je vais partager avec toi est issu d'un travail collaboratif avec des experts sur le sujet. Et tu peux retrouver l'article complet avec encore plus de détails et de conseils de formateurs en IFSI en écrivant 14 besoins VH sur Google ou en cliquant sur le lien dans la description. Et bien sûr, pense à liker cette vidéo et à t'abonner si tu veux encore plus de conseils concrets pour réussir ton IFSI. Virginia Anderson, infirmière, théoricienne et auteure, a profondément influencé la profession infirmière avec son approche du soin centrée sur le patient. Elle a consacré sa carrière à améliorer la compréhension du rôle infirmier et à structurer la prise en soin. En 1947, elle établit la liste des 14 besoins fondamentaux, un modèle qui permet aux soignants d'identifier les causes des problèmes de santé et à leurs manifestations. Son idée centrale, un être humain en bonne santé est capable de satisfaire ses besoins de manière autonome. Un besoin perturbé peut entraîner un problème de santé et des réactions du patient. Si tu es en IFSI, tu as forcément entendu parler des 14 besoins de Virginia Anderson. Et ce n'est pas un hasard, ce modèle est un cadre de référence incontournable pour apprendre à analyser les situations cliniques et à structurer ta prise en soin. Son but est de te permettre de comprendre, de raisonner en créant des liens entre les différents symptômes, signes cliniques et les besoins du patient à satisfaire de manière holistique. Bien sûr, ce n'est ni la seule ni la plus récente des théories de soins, mais elle reste l'une des plus utilisées dans la formation infirmière. Elle est intégrée dans des programmes infirmiers à travers le monde, États-Unis, Royaume-Uni, France, Canada et même Australie. Alors, comment utiliser ces 14 besoins? L'idée est simple. Un patient en bonne santé peut satisfaire seul ses besoins. Mais lorsqu'un besoin est perturbé, cela peut révéler un problème de santé ou une perte d'autonomie, nécessitant une intervention infirmière. Ces besoins sont classés en deux grandes catégories indissociables. Les besoins physiologiques, comme respirer, manger, qui concernent les fonctions vitales, et les besoins psychologiques, comme communiquer, se divertir, qui influencent le bien-être mental et social. Concrètement, ce modèle te permet d'évaluer un patient, d'identifier les besoins perturbés, de poser un diagnostic infirmier et d'adapter la prise en soin. On va passer en revue chacun des 14 besoins en te donnant une courte définition, un exemple de critères d'évaluation et une intervention infirmière adaptée. Pour chacun de ces besoins, tu pourras retrouver beaucoup plus d'exemples de critères d'évaluation, de diagnostic infirmier et d'intervention infirmière dans notre article complet que tu retrouveras via le lien dans la description ou en écrivant besoin VH sur Google. C'est parti! Respirer est un besoin vital qui permet l'oxygénation des cellules et l'élimination du dioxyde de carbone. Un patient en bonne santé respire sans difficulté avec une fréquence respiratoire normale entre 15 et 18 mouvements par minute. Lorsqu'il présente une dyspnée, une toux persistante ou une saturation en oxygène basse, cela peut révéler un problème pulmonaire ou une insuffisance respiratoire. L'infirmière doit alors surveiller la saturation, évaluer les crachats et aider le patient à s'installer dans une position qui facilite sa respiration, voire le mettre en place une oxygénothérapie si nécessaire. L'alimentation et l'hydratation sont essentielles pour le bon fonctionnement de l'organisme. Un patient doit pouvoir ingérer des aliments et des liquides en quantité et en qualité suffisante pour couvrir ses besoins énergétiques. Une perte d'appétit, une déshydratation ou des troubles de la déglutition sont des signes de perturbation de ce besoin. Dans ce cas, l'infirmier peut collaborer avec un ou une diététicienne pour ajuster l'alimentation, surveiller l'hydratation et proposer des textures adaptées en cas de risque de fausse route. L'organisme doit éliminer les déchets produits par le métabolisme, notamment par les urines et les selles. Un patient en bonne santé présente une diurèse normale et des selles régulières. En cas de constipation, d'incontinence urinaire ou de diarrhée, il est important d'évaluer la fréquence, l'aspect et l'odeur des éliminations. L'infirmière peut encourager l'hydratation, adapter l'alimentation ou mettre en place une surveillance des urines et des selles pour prévenir des complications comme la rétention et la déshydratation. La mobilité est essentielle pour l'autonomie et la qualité de vie. Lorsqu'un patient a du mal à se déplacer, qu'il présente une perte d'équilibre ou un périmètre de marche réduit, cela augmente le risque de complications comme les escarres ou la perte musculaire. L'infirmière doit alors évaluer les capacités motrices, adapter l'environnement pour limiter les chutes et proposer des aides techniques comme des déambulateurs ou des verticalisateurs en collaboration avec les kinésithérapeutes. Un sommeil de qualité est essentiel à la récupération physique et mentale. L'insomnie, l'inversion du cycle veille-sommeil et une fatigue excessive sont des signes de perturbation de ce besoin. L'infirmier peut aider le patient à retrouver un sommeil réparateur en instaurant un rituel apaisant, en limitant les nuisances nocturnes et en proposant des techniques de relaxation comme la respiration profonde et l'aromathérapie. S'habiller permet de maintenir la température corporelle et de préserver la dignité du patient. Un patient autonome choisit et enfile ses vêtements seul, mais des difficultés peuvent survenir en cas de troubles cognitifs, de perte de motricité ou de fatigue. L'infirmière doit alors favoriser l'autonomie en adaptant l'habillage, en proposant des vêtements pratiques et en respectant les choix du patient. Le corps doit conserver une température stable pour fonctionner correctement. Une hypothermie ou une hyperthermie peuvent être signes de maladies infectieuses, neurologiques ou métaboliques. L'infirmier doit surveiller la température corporelle, adapter l'environnement et encourager l'hydratation en cas de chaleur excessive,
ou proposer des couvertures ou des boissons chaudes en cas de froid intense. L'hygiène corporelle préserve la santé et le bien-être. Une peau propre et hydratée permet d'éviter les infections, les escarres et les mycoses. Lorsqu'un patient ne peut plus assurer sa toilette seul, l'infirmier l'aide en respectant son autonomie et son intimité. Une attention particulière est portée au point d'appui pour prévenir les escarres et à l'hygiène bucco-dentaire pour éviter les infections. Se protéger des risques est fondamental pour préserver la santé. Un patient désorienté, affaibli ou sous l'effet de traitements médicamenteux peut être en danger. L'infirmière doit alors sécuriser l'environnement, informer le patient et son entourage des précautions à prendre et surveiller les signes de confusion, d'hypotension ou de troubles de la vigilance. La communication est essentielle pour exprimer ses besoins et ses émotions. Lorsqu'un patient a du mal à entendre ou comprendre, cela peut affecter son moral et sa prise en charge. L'infirmier doit favoriser l'échange en adaptant sa communication, en utilisant des pictogrammes ou interprètes si nécessaire, et en veillant à l'inclusion du patient dans son environnement social. Les convictions et les pratiques spirituelles influencent la manière dont une personne vit sa maladie. Lorsqu'un patient ne peut plus pratiquer ses rites ou se sent en détresse morale, cela peut affecter son bien-être. L'infirmière doit écouter, respecter et si nécessaire faciliter l'accès à un conseiller spirituel ou à des pratiques religieuses adaptées au cadre des soins. L'occupation et l'engagement personnel sont essentiels à l'épanouissement. Un patient qui ne peut plus exercer son métier ou participer à ses activités peut ressentir une perte de sens. L'infirmier peut alors proposer des activités adaptées, encourager la reprise d'un rôle actif et valoriser chaque progrès pour maintenir l'estime de soi. Le plaisir et la détente participent au bien-être mental. Lorsqu'un patient se désintéresse des loisirs, cela peut être un signe de souffrance psychologique ou d'isolement. L'infirmier doit alors proposer des activités stimulantes, adaptées à son état, et l'encourager à participer à des échanges sociaux pour préserver son moral. Comprendre sa maladie et ses traitements est fondamental pour l'autonomie du patient. Lorsqu'un patient ne maîtrise pas les gestes nécessaires à sa prise en soin ou ne comprend pas l'intérêt d'un traitement, il peut avoir du mal à adhérer aux soins. L'infirmière doit alors adapter son discours, utiliser des supports pédagogiques et encourager l'implication du patient et de son entourage dans son parcours de soins. Désormais, j'espère que tu comprends mieux en quoi consistent les 14 besoins de Virginie Anderson et surtout comment les utiliser dans ta pratique. Ce modèle n'est pas juste une théorie qu'on te demande d'apprendre à l'IFSI, c'est un outil qui te permet de structurer ton raisonnement clinique et d'évaluer tes patients avec méthode. Plus tu l'utiliseras, plus ce sera un réflexe sur le terrain. Un besoin perturbé nécessite une intervention infirmière avec une collaboration de l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire. Aide-soignant, médecin, psychologue, kinésithérapeute. Chaque professionnel de santé joue un rôle important pour répondre aux besoins du patient et garantir une prise en soin globale et efficace. Et si tu veux aller encore plus loin, je te rappelle que tu peux retrouver un article beaucoup plus détaillé avec des conseils de formateurs en écrivant besoin VH sur Google ou en cliquant sur le lien dans la description. Si cette vidéo t'a été utile, pense à la liker, à t'abonner pour ne rien rater. On publie une vidéo chaque semaine et surtout si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, on sera ravis d'y répondre. À très vite.